Hey, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les gueusnés m'appellent le chair. Les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WSL, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors Hugo, take a seat, non? Faut pas girer maman retient avant ou jamber de l'eau. Les Guyanais adorent dire ça. Madame Thibaudot, rest in peace. PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'accueillir mon homeboy. Ancien footballeur, philanthrope, homme de cœur, l'homme que l'on nomme Stéphane Dalma. Take a Steph. seat. Salut à Go. tous. Comment ça va? Ça va très bien, content d'être là, tranquille. Tout le plaisir est pour nous, mon frère. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ah, avec plaisir, franchement. Grand fan de foot, comme je te le disais avant de démarrer. Et on doit converser. On va parler, tranquille. Ça fait plaisir, Stéphane. Dis-moi, frérot, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Stéphane Dalma, donc ex-joueur de Lens, du PSG, de Marseille, Inter de Milan, Tottenham, et puis j'en passe, 11 clubs. Donc voilà, une carrière de 15 ans, tranquille. Et puis donc j'ai arrêté ma carrière en 2012 et puis on va dire jeune retraité entre guillemets, quoi. C'est magnifique. On va retracer le parcours, la petite life. Ouais. Dis-moi, parle-moi un peu de ta jeunesse, s'il te plaît. Toi, tu viens de Tours? De Tours, ouais. D'accord. Comment il était, le jeune Stéphane? Ouais, tranquille, j'ai eu une bonne éducation. Voilà, famille de 3 enfants. Voilà. Et puis, non, voilà, une enfance normale, il manquait de rien. On vivait pas sur l'or, mais voilà, une enfance tranquille. Voilà. D'accord. Très bien. Et moi, j'ai eu l'occasion de me rendre à Tours. Ouais. Et là-bas, t'es pas à Paris. Du moins, c'est ce que les Tourangeaux me disaient, dans le sens où il n'y avait pas tout à proximité. C'était compliqué pour se faire un petit nom, pour s'occuper même. À ton époque, c'était plus ou moins la même chose? Ouais, c'était pareil. On était, après, moi, j'ai quitté Tours pour aller à jouer les Tours. Mais tu vois, Tours, c'est un peu, il y a plein de petites villes autour. C'est vraiment collé. Si moi j'habitais à jouer les Tours, si je suis à jouer les Tours pour aller à Tours, j'en ai pour 5 minutes à peu près. Ok. Donc voilà. Puis après, on s'occupait. Nous, c'était à l'époque, c'était que ballon dans la rue, tout ça, avec les buts, on prenait je sais pas, nos pulls, tout ça pour faire les buts. Voilà, on trouvait une craie pour délimiter un petit peu la ligne de touche, tout ça, et puis voilà. Donc non, franchement, mon enfance, franchement, j'ai kiffé avec mes potes, tout ça. Franchement, c'était le kiff total. T'étais en cité là-bas à Tours? J'ai commencé en cité. Ouais. J'ai commencé en cité carrément à Tours. Donc pour ceux qui connaissent le quartier des Sanitas. Donc j'ai vécu 8-9 ans à peu près là-bas. Et puis ensuite après comme mon père travaillait sur Jouer les Tours. Donc on est parti sur Jouer, petit quartier pavillonnaire pour ceux qui travaillaient pour l'usine, tout ça. Et puis voilà, donc bon, nickel. Et puis j'avais un petit club juste à côté. J'allais à pied ou en vélo. Un petit club de Jouer les Tours, qui à l'époque était en 4e division. Donc c'était pas mal pour une petite ville comme ça, à côté du Grand Tour, qui était en 2e division. Donc non, c'est bien. C'est très bien. Et à la maison même, l'ambiance était laquelle? À la maison, mon père travaillait de nuit. Donc
Donc, c'était, c'est vrai que de l'enfance, c'était plus proche de la maman parce que une mère qui est un peu plus ouverte et puis le père qui est qui travaille, qui se lève, qui a été qui est un super père. Et j'ai eu un père extraordinaire. Mais c'est vrai qu'on était beaucoup plus proche de notre mère que de notre père. Puis après, s'il fallait nous mettre des branlées, s'il fallait là par contre le daron là, il était là. Hein. Papa martiniquais? Ouais, martiniquais. Ouais. L'ancienne époque, l'ancienne école. Voilà, ça, on a été éduqués à l'ancienne époque. Voilà, les petits coups de ceinture de temps en temps, tout ça. Et puis beaucoup de respect pour les parents, tout ça. Donc non, franchement, une très bonne éducation et que j'essaie maintenant de transmettre à mon fils. Et puis voilà. C'est magnifique. On aime ce genre d'histoire. Hein. On parle ici sans tabou, mais surtout dans le but de s'élever. Ça, c'est le plus important. Et moi, j'ai cru comprendre qu'à l'école, voilà, c'était pas trop ton fort. Tu y allais parce que tu devais y aller. D'accord. BEP Vente, c'est ce que tu as fait? Maximum, ouais, BEP Vente. J'ai fait une année en BEP Vente. Ok. Ouais. Donc, est-ce que dans un coin de tête, déjà, tu rêvais secrètement de devenir footballeur professionnel? À partir de 14 ans. Avant, non, c'était divertissement. C'était faire des tournois. On avait fait même le mondial Pupi, tout ça. Mais c'était vraiment, voilà, s'amuser à l'entraînement le mercredi, le lundi du soir des fois pour ceux qui pouvaient. Et puis match le samedi. Non, c'était voilà, amusement, des tournois qu'on faisait. En plus, on avait la chance de pratiquement tout gagner avec mon club. Donc non. Et puis après, c'est à partir de 14 ans quand on a réussi à monter en moins de 15 nationaux. Donc c'est là que j'ai commencé à me dire. Et puis même sur le terrain, je voyais qu'il y avait quelque chose de particulier par rapport aux autres. Je vais pas, ça se vantait de dire que j'étais plus fort que les autres. Et malheureusement, oui, c'est vrai. Ok. Donc c'est là que je me suis dit. Puis je regardais la télé, Canal+, les matchs à l'époque de première division, tout ça. Donc je me suis dit bon, on va essayer de trouver un centre de formation. Mais bon, après, faut que ça tape à la porte aussi. Hein. Mais des fois, on voyait les recruteurs. Des fois, on jouait. Puis on voyait des recruteurs, en général, ils arrivaient tous avec un gros parka du club, tout ça. Et puis on se disait, putain, il y a un recruteur de Nantes, recruteur du Havre, de Lens, de Auxerre notamment. Et puis voilà, et puis ça venait pas. Et déjà, toi, j'ai vu ailleurs que tu disais que tu envoyais très tôt des CV déjà au club de foot. J'ai envoyé 40 CV. T'étais en train de te vendre. 20, ouais, en train de me vendre, ouais. J'ai envoyé 20 CV à tous les clubs de Ligue 1 et 20 à tous les clubs de Ligue 2. Et j'ai eu 4 réponses. Donc, tu te rends compte, 36 clubs qui m'ont zappé. J'avais Angers, Guignon, Laval, Châteauroux. Guignon, plus ou moins intéressé, mais bon, voilà, Guignon, faut vivre à Guignon aussi. Hein. Mais bon, après, quand t'as envie de percer dans le milieu, moi, c'était peu importe l'endroit, peu importe le lieu, mais bon, j'ai senti un petit peu, bon, il y en avait qui voulaient, d'autres qui étaient pas trop chauds, mais bon. Ensuite, après, je vais à Angers. Putain, à Angers, au bout de 2 jours, à chaussures trouées, j'étais là, il faisait froid, c'était en plein hiver, tout ça, j'ai dit merde. Et puis après, bon, ça, j'ai demandé à ce qu'on prête une paire de chaussures. Je sais plus comment je m'étais débrouillé. Je crois que j'avais pris du fil, j'avais essayé de, voilà. Mais bon, après, il m'envoie une lettre une semaine après. Pas pris, trop petit, des qualités techniques, ça c'est clair, mais trop petit physiquement, tout ça, et puis on pense pas que il réussira dans le milieu. J'ai dit ok. Ensuite après, je vais à Laval une journée. Donc on vient me chercher à Tours, à la gare de Tours. Je vais à Laval, c'est pas très loin.
Et puis on est à 4. On fait des 2 contre 2. À la fin, le mec, le recruteur, il vient me voir, enfin, il me convoque dans son bureau, tout ça. Donc, il me dit, tes parents sont comment? Ils sont grands, petits? Je dis, bah, mon père, ouais, il est grand. Ma mère, ça va, taille normale, tout ça. Il me dit, ouais, t'es susceptible de grandir? Je dis, bah, bien sûr. C'est vrai que j'étais petit par rapport à l'âge que j'avais. Et T'avais quel âge là à peu près? j'avais 16 ans. Ok. Et donc, le mec, il me dit, bon, bah, je t'envoie un courrier d'ici une semaine, et puis comme ça, on voit si on le prend ou pas. Je reçois une semaine après un courrier. Donc ça va, ils m'ont répondu. Hein. Donc ça, pour ça, ils ont été corrects. Et pareil, la même chose que Angers, trop petit. Voilà, on pense pas qu'il réussira, et puis voilà. Et arrive Châteauroux. Châteauroux, il y avait une journée de détection. Il y avait à peu près 60 gamins à peu près qui arrivaient à peu près partout de toute la France, tout ça. Et bon, t'arrives, ma mère qui m'avait déposé. Donc ça faisait quoi, 1 heure de route, 1h15 de route de Tours. Donc j'arrive, tout, donc t'es dans le vestiaire, tu regardes tous les gamins qui changent, les visages, tout ça. Tu te dis, bon allez, là c'est chacun pour soi, hein. Et puis là, ils te font des équipes par rapport au poste que toi, t'as l'habitude de jouer. Et puis, putain, dès le matin, je savais que j'étais pris. J'étais au-dessus du lot. Parce qu'entre-temps, j'avais grandi. En l'espace de peut-être 5 mois, j'avais grandi. Et puis là, ils font une réunion à midi. Il y avait encore l'après-midi. Et là, le directeur du centre de formation, Roger Fleury, je remercierai jamais assez. Il nous fait comprendre qu'il y avait une dizaine de joueurs qui étaient pris pour le sport-études et puis 2 ou 3 pour le centre de formation. Et là, j'ai regardé tous les joueurs comme ça et je me suis dit, je suis dans les 2 ou 3, obligé. Ok. Et l'après-midi, on fait les matchs, tout ça, pareil, tout ça. Et puis, à la fin, bah, je prends mon sac, tranquille. Et puis, ma mère... elle allait arriver pour venir me chercher, tout ça. Et puis, je vois petit bonhomme Roger Fleury, tout ça. Petit, qui c'est qui vient me chercher? J'ai dit, ah, c'est ma mère. Il me dit, attends, j'ai besoin de lui parler. J'ai dit, ouais, bon, ok, pas de souci. Et puis là, il parle à ma mère, il dit, voilà, votre fils, on le veut absolument. Un contrat d'aspirant à l'époque de 2 ans. J'ai dit, ah, en plus, salaire en plus, tout ça. J'ai dit, ah ouais, j'ai dit, bon, ok. Il appelle mon père le soir pour lui confirmer tout ça. Et puis ensuite, voilà, je signe mon contrat de 2 ans. Et puis je pars. Alors c'était le début du centre de formation. C'était pas un centre de formation comme on peut y avoir maintenant dans les clubs, tout ça, de Ligue 1 ou de Ligue 2. On dormait dans un CFA, donc on logeait avec des apprentis bouchers, des apprentis coiffeurs, tout ça. Et après, on avait peut-être 1 heure à pied pour aller au centre d'entraînement. Alors, il y avait les pros aussi qui passaient devant. Alors, il y a des pros qui nous prenaient, il y en a qui passaient devant, qui nous calculaient même pas. Mais puis après, le retour, bah, on s'est brouillé, on rentrait à pied. Ou après, moi, j'avais trouvé un vélo, donc j'allais en vélo, tout ça. Et puis voilà mes débuts dans le réel, dans le monde du foot pro. Magnifique. Je salue ta générosité. Sache qu'on aime ça ici, sincèrement. Et comment ça se passe pour toi déjà d'un point de vue psychologique et mental? Parce que tu disais qu'à l'école, c'était pas trop ton fort. Tu savais pas quoi faire de ta vie si ce n'était le foot. Et là, en l'occurrence, il y a quelqu'un un club en l'occurrence, qui a jeté son dévolu sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça va. Est-ce que ça va pas un peu trop vite pour toi? Ou ça va, t'as les pieds sur terre? Non, ça va, tranquille. Franchement, tranquille, parce que je fais ce que j'avais envie, j'avais prévu de faire. Ça aurait pu être plus tôt, parce que j'ai mon frère qui a 3 ans de moins que moi, qui au même moment, donc à l'âge de 14 ans, signe au FC Nantes. Nantes, ouais. Donc, tu vois ton petit frère qui rentre vraiment dans un vrai centre, parce que Nantes, au niveau de la formation, c'est coté.
Et puis toi, t'es là et tu te dis, putain, mon frère, il va réussir et toi, tu vas pas réussir. C'est pas de la jalousie, mais tu te dis, putain, c'est moi qui dois montrer l'exemple. Et puis, en fin de compte, après, bah, c'est pour ça, j'ai eu cette opportunité de signer à Châteauroux et donc tous les deux, la même année, on quitte la maison. C'est magnifique. Et à ce moment-là, les parents restent au même endroit à jouer les tours? Ouais, toujours. Très bien. Alors, toi, t'avances à Châteauroux, t'es en train de te faire un nom, et puis par la suite, tu joins l'équipe première. Tu vois, de manière définitive. Là, comment ça se passe pour toi? Parce que, tu sais, à cette même époque, on commence à voir des gens qui ont un profil similaire. Tu vois ce que je veux dire au tien? C'est-à-dire Anelka, dans un autre registre. Toi qui es là, on entend parler de Galas, etc. Déjà, vous connaissiez déjà? Non, moi, je les connaissais pas. Eux se connaissaient. Parce qu'ils avaient fait, il y avait Luxin aussi. Ils avaient fait le mondial en Malaisie. Ils avaient fait, donc, très aigué, tout ça. Ils étaient tous à peu près de la même génération, à deux ans près, pratiquement. Donc, ils se connaissaient. Et puis, moi, j'étais en moins de 17 à Châteauroux. Et puis, logiquement, tu fais les moins de 17, tu fais la CFA et tu fais les pros. Et moi, direct, de moins de 17, je suis sorti, j'ai été en pro directement. Et puis, c'est là qu'après, j'ai commencé à les côtoyer en équipe de France de moins de 18. Notamment Anelka, Luxin, Galas, il était un peu plus haut, donc il était avec les espoirs. Donc, voilà, donc c'est là que ça a commencé. Moi, tu sais, alors, l'époque Châteauroux, j'étais jeune quand même. Donc, j'ai quelques flashs. Mais là où je t'ai découvert, c'était à Lens. 98-99, on est la saison post-Coupe du Monde. Moi, je vois un frère qui vient, qui dénote, un Boula Zéro qui est sur le côté, qui fait que dribbler. Et en fait, t'étais un joueur de quartier. Mais c'est pas péjoratif quand je le dis. Tu vois ce que je veux dire? Dans les codes. Moi, je veux que tu commences à me parler de cette époque où, là où à Châteauroux, c'était encore un peu plus undercover. Ça veut dire c'était encore un peu discret. Là, à Lens, tu peux plus te cacher là. Parce que... T'es dans le club qui est champion de France. Ils ont été champion de France juste avant la Coupe du Monde. Exactement. 98. À Châteauroux, j'étais un peu le foufou. Je prenais le ballon, je jouais comme je jouais dans la rue ou comme j'étais avant. Des fois, je prenais le ballon, je sais bien un joueur, trois joueurs. Je perdais le ballon. J'avais mon entraîneur, Victor Svanka, qui gueulait, Stéphane, jette le ballon plutôt. Et puis, je fais une bonne saison donc avec Châteauroux. Et puis, après, on descend pour un point en deuxième division. Et là, j'ai dit non, c'est hors de question que je joue en deuxième division. J'ai commencé là-haut. J'ai pas envie de redescendre. Et puis, peut-être que ma carrière aurait changé ou aurait pris un autre tournant. Ça, on sait pas, on ne le saura jamais. Et puis, j'ai le Racing Club de Lens qui me contacte. Et tout le monde était unanime, que ce soit l'entraîneur, Daniel Leclerc, paix à son âme. Paix à son âme. Jean-Luc Lamarche, Francis Collado, Gervais Martel. Tout le monde me voulait. Et puis, c'était le seul club qui était prêt à mettre le prix et tenter le pari de me prendre. Sinon, j'avais tous les clubs de Ligue 1. Marseille, PSG, tout le monde. Mais ils pouvaient pas mettre la somme parce que Châteauroux avait été gourmand. Alors que moi, ils m'ont récupéré, il y avait rien du tout. Hein. Je m'étais un petit peu fâché avec le directeur sportif. J'avais dit, mais j'arrive comme ça de nulle part et vous demandez une somme comme ça. À l'époque, c'était beaucoup pour un jeune joueur de 18 ans. Et puis, en fin de compte, le transfert se fait. Je viens à Paris, tranquille. Et puis, c'était au Concorde Lafayette. Et puis, voilà, moi, impressionné de voir ce gros monsieur-là, tout ça. Je me dis, bah, là, ça y est, ça commence à devenir sérieux. Et puis, en plus, voilà, la perspective de jouer la Ligue des Champions, pour la première fois pour le club. Et puis, bah, voilà, qui sort
d'un titre de champion. Donc, Exact. puis jouer devant un stade, mais voilà, magnifique. Stade Bollard, c'est une ambiance mais de folie. Et tu vois, comme je te disais tout à l'heure, moi directement, tu m'as interpellé parce que c'était le football que j'aimais, tu vois. On a des dribbleurs sur le côté et t'étais beau à voir jouer, tu vois ce que je veux dire. Donc, à cette époque-là, tout à l'heure, quand je commençais à te parler de tes comparses, je te disais les Luxins, les Galas, les Anelka, etc. Eh ben, vous aviez la connotation de joueurs de banlieue. Est-ce que très tôt, que ce soit au sein même du vestiaire ou même des journalistes, on vous l'a fait sentir et on vous l'a fait payer? Alors, on l'a fait payer quand j'étais à Paris. D'accord. J'étais à Paris. Après, quand j'étais à Lens, non. À Lens, non. À Lens, j'étais couvé à Lens. Ok. Par des Pascal Nouma, les séries de rôle. Il y avait Wanyo Eloi, il y avait Sikora. Siko. Après, j'étais arrivé en même temps que Daniel Morera. Donc, j'étais le plus jeune là-bas. Hein. J'étais le petit, tout ça. Et puis, voilà. Donc, j'avais une armée avec moi qui était là et qui, quand fallait me dire les choses, qui me le disait. Et puis, il y avait vraiment du respect à cette époque-là avec les anciens. Et puis, on a fait une très bonne saison. C'est là je me fais un peu découvrir au niveau de l'Europe avec la Ligue des Champions, contre Arsenal, contre Dynamo de Kiev. À l'époque, il y avait Shevchenko. Bien sûr. Le Panathinaikos. Je jouais dans des stades où t'as 80 000 personnes, tout ça. Et, voilà. Puis, surtout les matchs à Bollard où t'as les stades, bien sûr, est plus petits, mais l'ambiance, elle est extraordinaire. Donc, et puis, on gagne la Coupe de la Ligue à la fin de saison. Et ensuite, à la fin de ta saison, tu pars à Marseille. Là, nouvelle ambiance, nouveau décor. Parle-moi déjà, pourquoi déjà t'as décidé de partir au bout d'un an? C'est avec le recul. Avec le recul, je me dis, ça aurait dû faire une deuxième année à Lens. Parce que là, ça va vite, là. Châteauroux, Lens. Mais après, t'as Marseille. Marseille, à l'époque, c'est le club que tous les jeunes des cités s'identifient. Parce que l'OM, c'est voilà, on était là, putain, c'est un jour où on avait la chance de jouer à Marseille, tout ça, c'est le stade Vélodrome, c'est un truc de dingue. Donc c'était plus un rêve de gosse. Et puis quand t'as Roland Courbet qui t'appelle, t'as Marcel Dib qui t'appelle et qui veulent absolument te faire venir. Et puis de l'autre côté, j'ai Gervais Martel qui fait tout pour me retenir. À faire des sacrifices, tout ça. J'ai dit, putain, je fais quoi? J'ai dit, ouais, je vais prendre mon rêve de gosse. Je vais à Marseille. Et financièrement, comment on est à cette époque-là? On est bien à Marseille, on est à Lens. Ça a commencé bien. Même avant que je parte à Marseille, ils voulaient me réaugmenter mon salaire petit peu par 3 à peu près. Donc, ils voulaient s'aligner par rapport à ce que Marseille mettait, tout ça. Mais ça n'a pas été une affaire financière. Ça a été une affaire par rapport à mon enfance de cœur. C'est tout. C'est voilà, en plus 8 ans de contrat. Parce qu'à l'époque, tu avais des contrats de 8 ans, Luxin. 12 ans. C'était 12 ans de contrat. Donc, voilà, donc sécurité. Et puis jouer quand même au Vélodrome, porter le maillot de Marseille avec le passé que Marseille a eu, avec la Ligue des Champions, avec les grands joueurs qu'il y avait eu. Donc, pour moi, c'était un honneur. Et à Marseille même, parle-moi de cette ambiance parce que tu es jeune, tu as un statut maintenant, tu arrives dans un nouveau club, un club avec un passé glorieux. Comment ça se passe pour toi dans la vie de tous les jours? Quand on connaît la ferveur des supporters marseillais, quand on connaît l'ambiance qui y règne, tu sais, nous, il y a quelque temps, on a reçu Pape Gay, que je salue au passage fraternellement, qui nous disait que après l'étape de Marseille, lui, il avait les épaules pour jouer dans n'importe quel club au monde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Toi, comment c'était? C'était chaud. C'était chaud. Surtout que moi, j'arrive,
je suis le plus gros transfert franco-français. Donc, t'as l'impression déjà un petit peu. C'était 70 millions de francs à l'époque. Donc, voilà, j'arrive. Bon, déjà, les gens me connaissaient par rapport à Lens. Et puis, j'arrive tout au milieu de plein de stars. Des Dugarry, des Pires, il y avait Galas, Luxin. Il y avait De La Peña. Il y avait du lourd, hein. Il y avait du lourd, hein. Donc, il y avait Ravanelli, t'as joué avec lui, bien sûr, bien sûr. Comment je peux oublier Ravanelli? Ouais, je me souviens, bien sûr. Donc, Ravanelli, tout ça, donc, tu fais tout petit, même si t'as un gros transfert, mais par rapport à eux, t'as rien fait. Eux, ils avaient été champions du monde, l'année d'avant. Donc, toi, t'es là, ben, tu te fais tout petit, et la seule chose qu'il faut, c'est d'être bon sur le terrain. Et puis, ça a été, d'un point de vue personnel, ça a été. Franchement, je pense avoir fait, sans prétention, même si on fait saison pourrie, parce qu'on se sauve à la dernière journée, avec l'équipe qu'on avait, hein. Bon, il y avait eu Dugarry et Ravanelli qui étaient partis en décembre. Ouais, et Courbis qui avait été viré qui a été remplacé par Casoni, qui, au passage, ça a été une erreur. Mais bon, après, c'est comme ça. Et puis, moi, je me voyais rester à Marseille, tranquille. J'avais encore mes 7 ans de contrat. D'un point de vue, comme je t'ai dit, personnel, j'avais fait une bonne saison, notamment en Ligue des Champions, où on fait une bonne campagne, même si la deuxième, parce que c'était 2 poules de 4. Donc, on termine deuxième de la première poule, derrière Manchester United. Et puis la deuxième, alors là, c'est catastrophique. Hein. On perd la Lazio 5-1, on gagne Chelsea, on perd là-bas Chelsea, et puis je sais plus, le troisième équipe, c'était Rosenborg. Et puis donc, voilà, saison collectivement pourrie. Et toi, à cette époque-là, t'habitais à Marseille intramuros? Non, j'habitais à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Ouais, je me suis retiré, parce que si tu vis à Marseille ou dans ses alentours, juste à côté, t'as mal à la tête, hein, parce que là-bas, ils te parlent que de ça, que de foot. T'es chez toi, tu vas faire tes courses, trucs comme ça, c'est limite, ouais, ils t'arrêtent. On prend une photo, signe un autographe, t'as pas de vie. Tu vas au restaurant, il y a des personnes qui se lèvent, qui viennent te voir, vous pouvez nous signer ça. Donc non, je m'étais retiré tranquille avec Aix-en-Provence, j'ai pris un petit appart correct, bien, tout, et puis bon, j'avais des potes qui venaient, donc voilà, non, j'étais bien. Et tu sais, aujourd'hui, il y a parfois les journalistes et même les comment dire, les anciens footballeurs entre autres, pardon, qui tapent sur les jeunes en disant qu'il y a plus le respect. Tu vois, toi, à ton époque, si je fais appel à ma mémoire, il y a des joueurs qui, dans ton équipe, à Marseille, hein, n'étaient pas des internationaux. Mais malgré tout, j'ai l'impression qu'ils avaient quand même un pouvoir sur vous. Je pense notamment à Blondeau. Ouais, bah oui. Tu vois, Blondeau, il n'a jamais été international, mais pourtant, l'impression que j'avais, moi, c'était que c'était un ancien et il fallait pas lui manquer de respect à lui. Ah, lui, c'était le caïd, hein, tout le monde avait peur. Dès qu'il y avait un truc, c'était pas... voilà, parce que c'était le neveu de Francis le Belge à l'époque, quelqu'un de la mafia marseillaise, tout ça. Donc, Patrick Blondeau, même les supporters, tout ça, s'il y avait des mauvais résultats ou des embrouilles, parce qu'il y en a eu, hein, des embrouilles à la commanderie, tout ça, les supporters qui voulaient nous choper ou nous casser les voitures, trucs comme ça. Dès qu'il y avait Blondeau qui arrivait, hey, c'est Patrick, écartez-vous. Donc, le mec, il en a posé. Donc, non, respect. Il y avait un grand respect vis-à-vis de Blondeau. Et tu vois, là, on parle de Blondeau, mais il y avait aussi des Porato, qui étaient des gens qui étaient quand même plus âgés que vous, qui n'avaient pas comment dire, une grande renommée nationale. Et je ne manque pas de respect quand je le dis, mais cette notion de respect est à souligner parce que vous êtes venu par la petite porte, entre guillemets, vous aviez votre statut, mais vous n'empiétez pas sur leur plate-bande. Non.
Fallait pas. C'était respect total pour ces mecs-là. Par contre, t'as des mecs qui ont été champions du monde. T'as des mecs qui ont, je sais pas combien de matchs dans leur carrière, qui ont des 300, des 400 matchs professionnels. Et toi, t'arrives avec tes 50 ou 60 matchs en pro. Tais-toi, t'écoutes. Bien sûr, t'as ton caractère. T'es pas là pour te faire marcher sur les pieds. Il y a un minimum, il y a un juste milieu quand même. Mais après, moi personnellement, moi j'avais le respect de tout le monde. Voilà, à partir du moment où tu respectes les gens te respectent. Et tu sais, il y a Samir Nasri qui, on va partout chez WSL, hein. Il y a Samir Nasri qui, quand il flambait à Arsenal, il savait qu'il avait atteint le plafond de verre. C'est-à-dire, il faisait ses matchs, il gagnait son argent, mais il se disait que niveau palmarès, il était obligé de partir. Ouais. Toi, à ce moment-là, est-ce que c'est un calcul que tu avais ou toi, l'objectif, c'était de se remplir les poches? Ça n'a jamais été ce but-là. Je n'ai pas fait ce métier-là pour l'argent. Je l'ai fait parce que, pour moi, le foot, c'était pas ce que je m'imaginais. Moi, le foot, c'était entraînement le matin, entraînement l'après-midi, faire mes matchs. J'ai fini mon match, je rentre chez moi, et puis voilà, tous les jours comme ça. Mais après, c'est surtout à Lens que j'ai commencé à comprendre. Après l'entraînement, on finit, et puis je vois, je sais pas, à Lens, tous les jours, t'as au moins 300, 400 supporters. Et je vois les joueurs qui sont là en train de signer, tout ça. Je dis, c'est quoi ça? Moi, je voulais rentrer au vestiaire, prendre ma douche, tranquille, et puis je rentre chez moi. Puis en plus, l'autographe, je vais faire quoi? Je sais même pas signer un truc, je vais signer quoi comme autographe? Et puis voilà, c'est tous ces à côté-là qui m'ont surpris. Et puis après, à Marseille, ça a été puissance 1000. Et puis après, tu te fonds dans le moule. Et puis des fois, tu te dis, mais je suis qui, moi? Je suis pas acteur de cinéma, je suis pas, tu vois, les acteurs américains, voilà. Je suis juste un petit footballeur tranquille qui fait ses entraînements, qui fait ses matchs et tout ça. Mais pour eux, nous, on est des dieux, on est des, voilà. Et tu sais, tout à l'heure, je te disais que vous aviez la connotation jeune de banlieue, etc. Est-ce qu'à ce moment-là, elle vous a porté préjudice à Marseille, là? Non, pas à Marseille. Non, à Marseille, non. On parlait pas de ça, de banlieue, de ceci, de ça. Non, pas à Marseille. Donc, toi, tu finis la saison et cette fois-ci, tu vas chez le grand rival à Paris Saint-Germain. Moi, je suis parisien. Et je t'ai dit que j'aimais beaucoup ton football. Ouais. Donc, forcément, à cette époque-là, quand je voyais Stéphane Dalma approché par le Paris Saint-Germain, mais j'étais plus que content, tu vois. Et je te parle d'une époque où j'étais en primaire. Tu vois ce que je veux dire? Mais le foot, c'est une vraie passion, tu vois ce que je veux dire? Mais de l'autre côté, moi, j'ai toujours du mal, hein, et ça, c'est vraiment perso, quand les gens passent de Marseille à Paris directement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que on te voit embrasser les cuissons, on te voit haranguer la foule, etc. Et là, de l'autre côté, boum, transféré à Paris Saint-Germain. Déjà, est-ce que c'était un choix de ta part et est-ce que c'était réellement voulu? Non, c'est pas voulu. Parce que, comme je t'ai dit, il me restait 7 ans de contrat à Marseille. Mais problème économique à Marseille. Faut qu'ils vendent. Et les valeurs marchandes, il y avait moi, Luxin et Robert Pires. Donc Pires qui part à Arsenal. Et puis moi, on veut m'envoyer, on trouve. Alors eux, c'était Dimeco et Durand. Et ils avaient trouvé un accord en Angleterre, à Newcastle et Tottenham. Un accord, c'était 135 millions de francs à l'époque. Donc ils avaient trouvé l'accord. Et moi j'ai dit c'est hors de question, je pars à l'étranger. J'ai dit voilà. Alors je me dis putain, quand je changeais de club, tout ça. J'ai dit non, je reste. Dimeco qui appelle mon agent, qui m'appelle moi directement aussi. Ouais, tu sais pas où t'es ici, t'es à Marseille ici, moi je connais du monde. Si tu dois partir, tu partiras, tout ça, et puis voilà.
Ok. Et moi, je raccroche au nez. J'appelle mon agent, je dis, c'est quoi ça, des menaces comme ça pour que je parte à Newcastle ou à Tottenham? J'ai dit, non, moi, je reste là. Il y avait 3 clubs qui pouvaient payer les 70 millions s'ils voulaient récupérer leur mise. C'était Monaco, Lyon et le PSG. Monaco était plus intéressé par Luxin. Lyon, non, n'était pas intéressé. Et le PSG était intéressé parce que il y avait Jean-Luc Lamarche, l'ex-directeur sportif de Lens, qui avait signé au PSG. Et donc, il m'appelle, il me dit, Steph, rejoins-moi à Paris, tout ça, et puis voilà. Mais après, moi, j'en avais rien à foutre, moi, de la rivalité entre Paris et Marseille. Moi, je suis pas Marseillais, je suis pas Parisien. J'ai dit, moi, quand je porte le maillot d'un club, j'essaye de tout faire pour être le meilleur possible. Donc, voilà, il y a des supporters qui l'ont pas accepté, il y en a qui l'ont pas compris, surtout à Marseille, ils m'ont traité de traître. Des fois, j'allais sur les champs. J'avais signé à Paris. Je me faisais insulter par des gens qui étaient supporters de Marseille et qui habitaient sur Paris. Donc, c'est quoi ce délire? Après, voilà. Après, j'ai commencé. Puis après, je m'en foutais, sincèrement. Mais est-ce que ça, c'est pas un truc qui t'a porté préjudice avec le recul? C'est-à-dire le fait d'enfiler un maillot, mais ne pas avoir comment dire, cet amour en vérité qui te transcende même, ou du moins qui peut te permettre de te transcender. Tu sais, parfois on regarde des matchs, on voit des Brésiliens, ils agitent l'écusson du maillot, et tu sais que c'est plus qu'un maillot, c'est un symbole. C'est la culture, ça. Ouais. C'est la culture brésilienne, la culture argentine. Quand tu regardes tous les Argentins ou les Brésiliens, quand ils sont dans un club, mais c'est le club de leur vie. Chose que nous, Français, on n'a pas, ou on n'avait pas. Donc, voilà, mais les cuissons, j'ai embrassé. Hein. Ouais, mais contre Rennes, deuxième journée, je marque. Je me souviens, 1-1. Il y a eu 1-1. Un partout, voilà. Exactement, un partout. je me souviens. Et c'était Bernard Lama dans les buts de Rennes. Donc je marque et puis je vais vers le COP parisien, je prends le maillot et puis j'embrasse. Non mais je me souviens. Mais en fait, pourquoi je te dis ça, c'est que tu sais, moi, parfois quand je voyais les joueurs du PSG, et ben là, ils ont rectifié le tir, mais ça me saoulait parce que ils venaient pour le chèque. Ils venaient pas parce qu'ils aimaient le club, ils aimaient le maillot. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais à mon époque, c'était pas pour le chèque. Parce que ce que j'avais à Marseille, j'avais la même chose à Paris. Ok. Donc, c'était pas une question d'argent. Si c'était une question d'argent, bah, je serais parti à Newcastle, je serais parti à Tottenham. Et quand tout à l'heure, tu as soulevé un bon point, tu as dit que tu as senti sur tes épaules comment dire, ces menaces quand tu as dit que tu allais partir en Angleterre et que limite, c'est pas toi qui allais décider. Moi, après, je suis un homme de caractère. Je dis, c'est pas que je ne respecte pas les gens, au contraire. Mais j'ai dit, j'ai le droit de choisir où j'ai envie d'aller quand même. Si j'ai pas envie d'aller en Angleterre, j'y vais pas. Donc, la seule proposition qui arrangeait tout le monde, c'était le PSG. Donc, c'est pour ça, c'est le PSG. Et j'avance un petit peu. T'es à Paris. Là, clairement, c'est le projet banlieue. Avec toi, Anelka, Luxin, tu vois, Bernard Mendy, exactement, Sylvain Distin. Tu vois, donc, il y avait toute cette équipe-là. Il y avait même Ducrot. Il était exactement, Édouard Cissé, ouais, exactement. Ce projet parisien là, etc. Là, tout à l'heure, je t'ai demandé si on vous avait tapé dessus parce que banlieusard, parce que rap, parce que toutes ces connotations là. Qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui, 25 ans plus tard? Là, je te dis qu'on a morflé. Hein. On a morflé. Moi, Luxin, Anelka, on a morflé avec la presse.
Parce que il y a des fois, on nous prenait pour des jeunes arrogants qui roulent en belle voiture, qui gagnent de l'argent, qui s'arrêtent pas devant nous, qui nous disent même pas bonjour, tout ça, et puis voilà. Et hey, il suffit que ça aille mal sur le terrain, tu fais un mauvais match et tout ça, t'as vu tous les journaux qu'il y a ici. Eh ben, on t'assassine. Dans le Parisien, dans Libération, dans tous les Parisiens. Ça va pas, eh ben, on s'attaque sur nous. Surtout que Paris, l'année d'avant, avait fait une grosse saison. Exactement. Et c'est après, avec le recul, je me dis, mais pourquoi nous avoir fait venir alors que l'année d'avant, vous avez fait une grosse saison? Donc, tous les joueurs qui ont fait la grosse saison, les Benarbia, les Laurent Robert, Okocha, ils se sont dit, mais pourquoi on prend des joueurs qui arrivent dans notre même poste? C'est avec le recul, je me dis, non, c'est de la bêtise. Et puis ce projet banlieue, fallait pas fallait pas dire ça. Fallait dire un projet où on fait venir des jeunes joueurs à fort potentiel, réunis avec les anciens, les Benarbia, les Okocha, les DU, les Rapid Sandratana, tout ça. Exact. Et puis les réunir entre eux. Et puis faire comprendre que voilà. Mais il y avait pas trop de cohésion dans le groupe parce que t'avais les anciens qui se sentaient entre guillemets exclus parce qu'il y a des petits jeunes qui arrivaient et donc c'est pour ça que la mayonnaise a pris au début, mais après c'est parti en vrille. Moi, j'étais tombé sur une ancienne interview de Peter Luxin qui disait que à l'époque du PSG, quand vous y étiez tous les deux, le foot n'était pas votre priorité, malheureusement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, quand il disait ça, il n'est pas rentré dans les détails. Mais moi, quand je parle avec mes anciens, ils me disaient qu'à l'époque, ils te voyaient beaucoup en boîte. Non, c'est faux. C'est faux? C'est faux. D'accord. J'ai Bon. jamais foutu les pieds en boîte quand j'étais au PSG. Pas une seule fois. On m'avait même dit que tu étais un grand zouker. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Après, oui. Ah. Après, Ah, quand ok. quand j'ai quitté le PSG, même des années d'après, tout ça, ouais, ok. Ok. Mais là, quand je jouais au PSG, les 6 mois que j'ai fait au PSG, je peux te garantir que je ne suis pas sorti dans aucune boîte sur Paris. Ici, on parle avec le cœur, tout simplement. Et j'ai envie de te dire, il y a prescription. Après, si j'étais sorti, je t'aurais dit. Je t'aurais dit, ouais, j'étais un noceur. J'étais j'allais au VIP, j'allais à Monte Cristo, tout ça. Et puis voilà. Mais tout ça, tous ces endroits-là, j'y étais, mais Bien longtemps après. Ok, très bien. Et Luxin, qu'est-ce qu'il voulait dire quand il a dit que le foot n'était pas votre priorité? Honnêtement, je vois pas, je vois pas, non, parce qu'on était là, on s'entraînait sérieusement, on voulait gagner des matchs, on voulait avoir des résultats, et je pense que déjà au début, on avait bien commencé le championnat, on avait bien commencé la Ligue des Champions, en battant le Bayern, en battant Rosenborg 7-2, donc pourquoi dire ça? Je comprends pas. Dieu sait que j'aime beaucoup Peter, mais non, on était concentrés, on travaillait, et puis non, la priorité c'était le foot. D'accord. Mais je me devais de te poser cette Ouais, question. non, bien mais sûr. après voilà, chacun après a ses pensées. Voilà, il y en a qui vont dire ça, il y en a qui vont dire ça. Mais voilà, donc non, moi je te dis, non, on était à fond dans notre métier. Et comment ça se passe? Parce que tu sais, et là pour le coup, c'est un rappeur qui me l'a dit, pardon, et un rappeur qui est ta génération. Hein. Il m'a dit qu'après la Coupe du Monde 98, les rappeurs n'avaient plus trop la cote avec les filles, mais c'était les footballeurs. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, on voit un jeune Renoir qui arrive à Paris, qui ressemble au man de cité, mais avec de l'argent. Comment on fait
pour garder les pieds sur terre. Parce que je rappelle, hein, tu avais une petite vingtaine d'années. Ouais. Comment on fait? Si on doit se dire les choses. Je te dis, moi, j'étais 6 mois sur Paris. Peut-être d'autres sortaient ou voilà. Ah, je suis resté 6 mois. Moi, personnellement, tranquille, ça m'a pas tourné la tête. Ça m'a pas tourné la tête, bien au contraire. J'étais chez moi, j'avais ma petite maison à Chambourcy, j'avais même acheté une maison à Orgeval, tout ça, j'avais fait faire les travaux. Donc tu vois, je m'étais déjà inscrit sur la durée à Paris. Mais moi, ma priorité, c'était jouer, gagner. Pourquoi pas l'équipe de France? Parce que quand t'es à Paris, t'es encore plus médiatisé, t'es sur Paris, t'as sélectionneur qui vient peut-être pas à tous les matchs, mais au moins t'as toujours quelqu'un qui vient. Donc non, c'était boulot. Et j'ai bien compris que tu te projetais et que tu étais plutôt casanier, mais parfois, c'est les gens qui viennent à toi. T'as même pas besoin de lever le petit doigt. Ah oui, mais quand tu sors du parc, tu sors du vestiaire, et t'as tous les gens du showbiz qui viennent, tout ça. Alors c'est vrai, j'avais sympathisé avec Mousse Diouf, paix à son âme. Son âme, ouais. Donc j'allais souvent manger avec lui, mais je sortais pas. Voilà, j'allais manger avec lui. Alors si on appelle ça sortir, aller manger dans un restaurant à Paris, bah oui, ça je l'ai fait. Mais sortir en boîte, ah non, 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 je me mettais des limites, non. D'accord. Et justement, c'est très bien parce que comme je viens de te le dire, tu avais une petite vingtaine d'années et à 20 ans, le cerveau n'est pas entièrement mûr. Ça, il faut le dire. Et le fait de t'être fixé comme ça très tôt des limites, moi, je trouve que c'est une force de maturité, une force de caractère. Et alors, tu sais, clairement, tout le monde disait que tu allais dans le wagon équipe de France, que tout allait plus ou moins bien se passer pour toi, etc. Comment t'expliques que ça a pêché? C'est-à-dire qu'on t'a même pas donné la chance d'avoir une sélection. Déjà, c'était compliqué à mon poste. Quand t'as une équipe qui a été championne du monde 98, qui gagne l'Euro 2000, avec le même groupe pratiquement, tu dis pour prendre la place d'un Zidane, impossible, d'un Pires, d'un je sais pas, d'un Deschamps, d'un Petit, d'un Vieira, d'un Makelele, je jouais à un poste où c'était bouché. Donc à ce moment-là, c'était compliqué. Mais si je peux me permettre de te répondre, c'est que tu sais, il y a des gens qui sont quand même venus entre-temps, tu vois, je pense à des Yohan Mikou. Ouais. Tu vois, qui était très fort d'ailleurs. C'est Mikou. Non, mais il était très fort. Oui, mais moi que les gens captent, c'est que tu sais, moi j'ai connu ta période. C'est-à-dire, si je me permets de te lancer comme ça, c'est que j'estime vraiment que tu méritais, en tout cas, tu vois, d'avoir au moins une sélection. Moi, je veux savoir comment on gère cette frustration. Est-ce que tu te dis que tu vas redoubler d'efforts ou inconsciemment, petit à petit, tu commences à baisser les bras, tu commences à lever le pied, tu fais moins attention à ta diète? Inconsciemment, tu fais peut-être moins d'efforts. Tu te dis, t'as tout donné, tu fais tout. Mais c'est pas à ce moment-là que par rapport à l'équipe de France, j'ai été plus attristé. Enfin, attristé, façon de parler. J'étais pas là en train de pleurer pour dire je suis pas en équipe de France, c'est pas normal, tout ça. Puis voilà. Non, à cette époque-là, non, j'étais en espoir, c'était déjà bien. Mais c'est vrai que quand on voyait les A, on se disait ah putain. Donc c'était Roger Lemaire. Ça bien qu'ils me prennent quand même au moins une fois. En plus, des fois, on était juste à côté. Nous, on s'entraînait là, et puis eux, ils étaient dans le château, ils s'entraînaient en bas. Donc, j'ai dit, bon, moi, une petite sélection, tranquille. Qu'on me donne le pactage, que j'aille dormir dans le château, que je côtoie les gros monsieur, tout ça. Et puis, voilà, tu me prends une fois. Si je suis bidon, eh ben, tu me ramènes avec les espoirs. Et puis après, moi, je sais après. Après, je sais qu'il faut que je travaille encore plus si je veux retourner là-bas.
Et tu sais, parmi votre génération, vous étiez tous annoncés comme étant des cracks, hein. Ouais. Les seuls à avoir perduré en équipe de France, c'était Anelka et Gallas. Mm. D'accord. Est-ce que là, ça te laisse vraiment un goût d'inachevé? Non, parce que s'ils l'ont fait, c'est qu'ils l'ont mérité. Ouais. Et si j'ai pas été, c'est que je le méritais pas. T'as beau dire que non, logiquement, t'aurais dû aller en équipe de France, tout ça. Ouais, mais si t'y es pas, c'est que t'as pas ta place. D'accord. Et tu vois, au PSG, t'as fait 6 mois et t'es parti après. Ouais. J'ai pas compris pourquoi d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vu ici et là que t'as dit que ça matchait pas trop avec Luis Fernandez Pas du et tout. Tu vois? Bon, c'est des choses qui arrivent. Tu vois, c'est des choses qui arrivent, malheureusement, mais c'était quoi, un délit de sale gueule? C'était que je faisais pas partie de ces plans et que le plan que avait fait Philippe Bergerot, Laurent Perpère, Jean-Luc Lamarche, de faire venir des jeunes, ça correspondait pas du tout à ce que Luis Fernandez voulait. Et ça a clashé à l'entraînement. On n'était pas compatibles. Et quand t'es pas compatible, quand t'as 2 forts caractères, il y en a un qui doit partir. Celui qui part, c'est le joueur. Et lui, il vient d'arriver. Donc lui, dans sa tête, il veut faire venir des joueurs qui correspondent à sa mentalité. Mais moi, j'ai pas la mentalité de Luis Fernandez. J'ai ma façon de jouer, j'ai ma façon de me comporter, mais on n'était pas compatibles. D'où le fait que, je me rappelle, on fait un match à Nancy. À la mi-temps, il me sort, parce que je mets pas un pied devant l'autre. Il me sort et puis il me dit, donc il sort moi et Christian, un Brésilien. Et puis il me dit, tous les deux, vous cherchez un club. Tu appelles ton agent pendant la mi-temps ou pendant la deuxième mi-temps, tout ça, tu appelles ton agent et qu'il trouve un club. J'ai dit, ok, y a pas de souci. J'appelle mon agent, j'ai dit, écoute, voilà, Louis, il veut plus de moi, il m'a demandé de t'appeler pour que tu me trouves un club, tout ça, et puis voilà. Donc, mon agent, il est là pour bosser, hein, donc... il me dit en Angleterre, ouais, c'est possible de trouver un bon club. Et après, Louis appelle mon agent et lui dit j'ai peut-être une solution. Mon agent, il l'écoute. Il dit j'ai envie de Vampeta. Et je veux Vampeta de l'Inter de Milan, qui est international brésilien, tout ça. Et il s'avère que Vampeta n'est pas un pied devant l'autre à l'Inter. Et l'Inter me voulait, par l'intermédiaire de Lele Oriali et de Giuliano Terraneo, qui étaient les directeurs sportifs de l'équipe. Parce que là-bas, l'entraîneur, à cette époque-là, il n'avait pas son mot à dire. C'était Tardelli. Mais Tardelli me connaissait déjà, parce qu'il était entraîneur des espoirs italiens, et on avait joué avec les espoirs français contre eux, donc il me connaissait. Et puis, en fin de compte, ils trouvent un deal pour faire un échange entre moi et Vampeta. Et puis, donc, Louis, il m'a fait un beau cadeau. Il m'a fait un cadeau de Noël. Partir du PSG pour aller à l'Inter de Milan, à l'époque. C'était, un championnat d'Italie, avec toutes les stars qu'il y avait dans toutes les équipes, même les équipes moindres, comme la Fiorentina, où tu avais des Batistuta, des Rui Costa, tout ça. Tu dis, putain, là, t'arrives vraiment dans le grade. Donc, c'est pour ça, dans un coin de ma tête, voilà, je l'ai dit plusieurs fois. J'ai dit merci, Louis. Mais, comment on fait quand on change constamment de club pour se sentir totalement épanoui? Tu vois, tout à l'heure, tu disais que tu t'étais investi, tu te projetais même avec l'achat d'une maison à Chambourcy, etc. Juste avant, tu étais à Marseille. 1 an avant, tu étais à Lens. Comment on fait déjà? Parce qu'il y a probablement une personne qui partage ta vie. Tu vois, tout changer de coin constamment. Est-ce que c'est pas difficile à dealer? Bon, d'une, j'étais tout seul. Ok. Donc déjà, ça arrange les choses. Il n'y avait pas de femme, il n'y avait pas d'enfant. Donc voilà. Donc j'étais libre de mes mouvements. Après, tous ces changements, ça te donne pas une stabilité.
changer de ville, aller dans le nord, aller dans le sud, aller sur Paris, changer, aller en Italie, nouvelle culture, parler la langue, tout ça, voilà, tout ça, ça a été trop vite. Ça a été trop vite en l'espace de 4 ans pratiquement. Mais après, quand je suis arrivé en Italie, c'est là que j'ai passé mes meilleures années de footballeur. C'est là où j'étais vraiment au sommet. Mon passage à l'Inter, ça a été pour moi une réussite. Pour moi, une grande réussite. Je le vois quand tu te rends compte, 20 ans après, quand je vais à Milan, les gens autour de moi, c'est voilà, c'est comme si, pourtant j'ai pas gagné le championnat, j'ai pas gagné de Ligue des Champions avec l'Inter, mais je faisais des choses sur le terrain là-bas que les gens n'ont pas oublié. Il y a même des petits qui regardent des vidéos sur YouTube parce que leur père venait au stade et disait grande d'Alma, joystick, on m'appelait comme ça, joystick. Et donc après, bah voilà, le respect que j'ai en Italie, surtout à Milan, je l'ai pas, que ce soit à Marseille ou à Paris. Je l'ai à Lens, mais pas à Paris ni Marseille. Et c'est quoi la différence entre un grand club et une institution? Toi qui as connu des grands clubs, mais aussi des institutions. Le joueur n'est pas au-dessus. Chose que à Marseille ou à Paris, c'était les joueurs qui faisaient ce qu'ils voulaient, entre guillemets. Que quand tu arrives dans un club comme l'Inter, les joueurs sont là, ils sont pas au-dessus du club. T'as le président, t'as les responsables, notamment il y avait Facchetti. Donc tu peux pas te permettre de faire des choses que tu faisais à Marseille ou à Paris. Parce que le club est plus important que le joueur. Et ça, c'était des choses que tu avais directement intégrées? Ouais, tout de suite, on me l'a fait comprendre. Tu sais, après la Coupe du Monde 98, Jean Tigana volontairement disait à Thierry Henry de ramasser le matériel après les entraînements. Ouais. Pourtant, il avait un nouveau statut, Ouais. mais c'était pour lui dire qu'il fallait pas griller les étapes. Et avec le recul, Thierry Henry dit que ça l'a beaucoup aidé, ça l'a beaucoup servi. Est-ce que toi, pendant ta carrière, t'aurais aimé qu'on soit parfois un peu plus dur avec toi? Ouais. Ouais. On me l'a fait à Lens. Notamment Daniel Leclerc. Daniel Leclerc était très, très dur avec moi. Très, très dur. Même si je faisais un bon match, ou je faisais un bon entraînement, tout ça, il me convoquait dans son bureau, mais il me pourrissait. Parce qu'il sentait le potentiel. Il sentait que je pouvais aller haut. À Marseille, non. À Marseille, rien. C'était tranquille. Roland Courbis, voilà, c'était plus un papa poule qu'autre chose. Et puis avec Fernandez, bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais avec Philippe Bergerot, c'est un bon entraîneur, mais je pense qu'il n'était pas fait pour entraîner le PSG avec toutes ces stars, les Okocha, les Benarbia, les Anelka, tout ça. Donc non, il n'était pas fait pour ça. Et donc c'est vrai que si on avait été plus dur avec nous, peut-être que ça aurait marché dans ces deux clubs. Moi, je salue ta franchise, hein. Franchement, ça fait du bien de t'entendre comme ça, sincèrement. Et tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais ce discours va vraiment germer dans la tête des gens. Vraiment, vraiment, mon frère. Et tu vois, alors, à l'Inter, en plus, vous aviez un groupe de fous malades, hein, tu vois, avec des Ronaldo, des Recoba, des Seedorf. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, des Zamorano. Je t'ai dit, on connaît, on connaît. Là aussi, tu restais à ta place? Ah, juste à ma place, encore plus. Parce que quand t'as des Ronaldo, des Vieira, des Zanetti, comme tu as cité, Recoba, il y avait Jugovic,
à l'époque. Il y avait Laurent Blanc quand je suis arrivé. Après, tu avais Materazzi qui est arrivé, Di Biagio. Tu dis, là, faut... si tu as envie de jouer, faut que tu te défonces à mort à l'entraînement. Prouver que tu es meilleur qu'eux. Et mes 6 premiers mois à l'Inter, je termine meilleur joueur de l'année par les supporters. Et quand je regarde les trophées chez moi de cette année-là, je me dis, putain, 2001, j'étais mais au summum. J'étais inarrêtable. Et tous les noms que je t'ai cités, des Seedorf, tout ça, je me suis dit, mais waouh. Donc, non, je suis arrivé là-bas, je suis arrivé avec mes qualités, j'ai progressé, j'ai travaillé comme un taré. Et puis, j'ai fait 6 premiers mois extraordinaires. Et tu sais, moi, je veux que cette fois-ci, tu me parles de la santé des joueurs, même santé mentale, etc. Parce que, tu sais, je me rappelle d'une ancienne interview de toi où tu disais, par exemple, que Ronaldo, il phénoménal, avait un souci avec son poids, à tel point que il ne voulait jamais monter sur la balance. C'est vrai. C'était Ronaldo. Donc, à Ronaldo, tu dis rien à Ronaldo. Meilleur joueur du monde. El Phénoménal. Et quand Cooper est arrivé, donc tu avais pesé, je crois, tous les mardis ou les mercredis, je crois. Et Ronaldo, il savait qu'il avait du poids en trop. Et non, ça s'est clashé. Ça, dans le vestiaire, ça gueulait, tout ça. Lui, il voulait pas. Et après, Cooper, il dit, ouais, c'est bon. Mais le mec, il était là. Il marquait. Il allait plus vite que tout le monde. C'était un génie, un phénomène. Et du coup, tu continues, tu fais tes années à l'Inter, ensuite tu es transféré, tu changes encore de club, etc. Donc, c'est un crève-cœur pour toi de partir encore? Ouais. Ça a été la seule erreur que j'ai faite. Avoir demandé à être prêté. Parce que il faut venir pas mal de joueurs à mon poste. Et moi, j'ai une perte de confiance. Et c'est à ce moment-là que j'ai été mal entouré. Ta cote baisse aussi. Ouais. Tu vois. Et c'était à tel point qu'on te regardait même plus presque. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça aussi, tu l'as bien vécu. Et déjà, c'est la première partie de ma question. Et la seconde, parle-moi un peu du rôle des agents qui parfois ne conseillent pas forcément bien, parfois ne t'épaulent pas suffisamment bien, parce que en réalité, et arrête-moi si je me trompe, mais certains prennent un peu le relais des parents. Ouais, bien sûr. Ils sont là pour te conseiller. Tes parents te conseillent quand t'es plus jeune. Fais pas ci, fais pas ça. Voilà, c'est l'agent qui est là. Je ne veux pas dire qu'il prend le relais. Après, il y voit son intérêt, l'agent. S'il peut gagner de l'argent sur ton dos, t'inquiète pas, il va pas gêner. Hein. Donc, j'ai eu 3 agents qui travaillaient ensemble, qui avaient une société, qui m'ont toujours accompagné, surtout au début. Mais après, une fois que je suis parti de l'Inter, même en arrivant à l'Inter, je pense que c'était trop haut pour eux. Ok. Il fallait que je change d'agent et que je trouve un agent qui soit vraiment réputé dans le domaine des grands clubs internationaux. Eux, ce qu'ils avaient fait, c'était du très bon boulot. De Lens, Marseille, PSG. Mais après, au-dessus, je pense qu'à ce moment-là, il aurait fallu que je change d'agent. Et moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je salue ta franchise, mais tu sais, il y a aussi ce truc où là, il y a des agents qui t'ont emmené haut, c'est-à-dire Marseille, Paris, Inter. Et après, ça peut
être un crève-cœur de les laisser. Tu sais, parfois, on voit des agents qui lèvent le petit doigt en disant « Ouais, c'est grâce à moi que ce joueur est ici. Ouais. Et une fois au sommet, il m'a dégagé. » Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Donc, est-ce que toi, ce raisonnement, ou du moins ce film, tu te l'es fait? Je me le suis fait, mais j'ai été fidèle. J'ai été fidèle, alors que dans ce milieu, qui est un milieu de requins, par moment, bah, il y a des choix à faire. Même si ça fait pas partie de ta conception, de ton éducation, de ta façon de vivre, et le respect que tu as sur les personnes qui t'ont emmené à ce niveau-là. Et à un moment, faut penser à toi. Et à un moment, faut penser à toi et te dire que bah ouais, je vais passer pour le mauvais garçon, pour un salaud, parce que une fois qu'ils m'ont donné ça, bah je vais voir quelqu'un d'autre, voilà. Et peut-être que j'aurais dû faire ça, mais j'ai pas de regret d'être resté avec eux jusqu'à la fin de ma carrière. Voilà, ça s'est passé comme ça, et puis voilà, c'est tout. Et tout à l'heure, on parlait de club, on parlait de fiesta. Tu disais qu'à l'époque de Paris, tu sortais pas. Ouais. Et à cette époque-là? Ah bah là, j'ai profité, là. Ah ouais, non, là autant à l'époque de Marseille et Paris, même à Marseille, hein, j'ai dû ouais, sortir quoi, 3-4 fois hein, dans l'année. Ouais, encore. Mais à Paris, non, 0 fois. Et après, je me suis rattrapé. Après, quand j'étais à Sochaux, à Rennes, à Bordeaux, tout ça, ouais, je me suis rattrapé. Et là, justement, en sortant, etc., tu sentais le niveau baisser, ton niveau footballistique? Bah, déjà, t'as les blessures. T'as plus de blessures, t'es moins en forme, tu vas moins vite. Mais en plus, c'était dans la période Tottenham, Toulouse, Bordeaux. C'était la période vraiment creuse, où je joue moins. Santander, je sais plus si je l'ai dit. Ça a été, il y a eu la grosse période d'avant, jusqu'à Inter de Milan. Il y a eu ce gros creux avec Tottenham, Toulouse, Bordeaux, Santander. Et puis après, il y a eu la résurrection quand je suis parti à Sochaux. Et après, à Rennes. Et puis après, la fin, quoi. Mais ces 4 années-là, j'étais pas sérieux. Je sortais. Donc après, tu joues... quand tu joues plus, ou quand t'es remplaçant, ou truc comme ça, t'es moins motivé. Parce que tu sais que ce que tu feras, notamment à Bordeaux, je pouvais faire tout ce que je voulais. Mais jamais j'allais jouer. Parce que l'entraîneur me voulait pas. C'était plus Michel Pavon, et puis l'appui de Michel Denisot, qui connaissait Ricardo, qui lui a fait ce cadeau-là de me prendre. Mais Ricardo, non, il voulait pas de moi. Donc Bordeaux, voilà, profitez de Bordeaux. Et des regrets? Non, aucun regret, non. Non, aucun regret. Et les parents, est-ce qu'ils sont toujours derrière toi? Est-ce qu'ils te conseillent toujours autant quand ils savent que tu es en fin de carrière, quand ils savent que tu es un peu dans le dur? Tu vois que tu n'as plus la flamme des débuts. Mes parents ne sont jamais rentrés dans le milieu. T'as ta famille, t'as le côté sportif. Les parents n'ont pas à intervenir ou à te dire ce que tu dois faire, comment tu dois jouer, si tu dois ne pas sortir. Les parents, ils connaissaient rien. Eux, ils étaient là en tant que parents. Ils venaient des fois voir des matchs, mais la plupart du temps, on se voyait des fois 2 fois par an. Quand c'était Noël, quand c'était les vacances d'été. Mais sinon, non, mes parents sont restés à leur place. Et tu penses quoi, toi, de la phrase de Zlatan qui disait qui se plaignait un peu du nouveau rôle des parents qui sont des agents, qui sont des conseillers, tu vois? Et il a fait une déclaration où il a dit que toi, quand t'es parent,
ton job, c'est de supporter ton enfant. Donc, va dans les tribunes ou regarde le match à la télé. Mais en aucun cas, tu dois rentrer dans ses affaires. Tu partages son propos? Je partage, ouais. Ouais. Les parents doivent rester à leur place. Si t'as un père ou une mère qui est agent de joueur, tout ça, il y a plus... Enfin, moi, personnellement, ça m'aurait étouffé. Je me dis, mais c'est plus mon père. Mon père, il reste à sa place. Déjà, tu fais du bien à tes parents en leur rendant une vie meilleure que ce qu'ils ont eu quand ils étaient plus jeunes. Mais après, tout ce qui est football, terrain, négociation pour les transferts, pour les salaires, pour quoi que ce soit. Non, faut pas tout mélanger. Ils n'ont pas à intervenir, ils n'ont pas leur mot à dire. Chose que là, au jour d'aujourd'hui, tout le monde s'en mêle. Le père, la mère, qui est agent, qui fait des interviews dans les journaux, des ceci, des cela. Oh, on va où là? Et ça commence dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge. Moi, je regarde des fois des faits divers, des gamins de 10 ans, de 11 ans, les entraîneurs, les éducateurs se font brûler leur voiture. Pourquoi? Parce que leur fils n'est pas en équipe 1, parce que leur fils a été remplaçant, et ceci, et ça. Mais on va où là, sérieux? Parce que les parents, maintenant, ce qu'ils voient, c'est l'argent. Ils se disent, notre fils, on le pousse. C'est limite eux qui poussent leurs enfants à jouer. Parce qu'ils se disent, voilà, quand ils voient des Cristiano Ronaldo ou des joueurs le PSG ou des trucs comme ça, avec des grosses voitures, avec ceci et cela, ils se disent, ah, mais notre fils, on voudrait qu'il fasse ça. Comme ça, nous, on arrête de travailler, on a une vie tranquille. Et puis, grâce à notre fils, qu'on a poussé à faire, et puis voilà. Mais c'est pas tout le monde qui réussit comme ça. Et c'est faire du tort à l'enfant. Voilà. Merci pour ce message de prévention, hein, sincèrement. Et j'ai envie de te dire que je suis totalement d'accord avec toi, sincèrement. Et parallèlement, il y a Wilfried aussi qui mène une carrière de pro. Vous vous challengez toujours autant? Ah non, pas du tout. Non, mais quand je te dis challenger, ça peut être ça. Ça a desservi mon frère dans sa carrière. Parce que dans les clubs, tous les clubs qu'il a fait, au début de sa carrière, hein, tous les clubs qu'il a fait, tout le monde s'attendait ou voulait qu'il joue comme moi. Mais mon frère, il a sa propre façon de jouer et il a pas les mêmes qualités. Lui, il a d'autres qualités que j'avais pas. Donc voilà, donc il y avait toujours ce côté de comparaison. Et il a fallu qu'il aille en Belgique pour se faire un prénom. Parce que quand on entendait Dalma, bah, tout le monde pensait à moi. Et lui, bah, pour ça l'a desservi, il en avait marre à un moment. Donc c'est pour ça qu'à un moment il est parti en Belgique. Et en Belgique, il a fini sa carrière. Il a été champion de Belgique avec le Standard de Liège. Il a joué au FC Bruges. Donc il a fini après en Turquie. Donc voilà, il a fini sa carrière correctement. Et est-ce qu'inconsciemment, il a pu t'en vouloir à un moment donné par rapport à ces comparaisons intempestives? Non, il m'en a pas voulu, mais non, parce que mon frère était plus en admiration. Il était en admiration, il était fier de dire, voilà, mon frère, c'est quelqu'un. Donc, non, il n'était pas dans la frustration, il était dans l'admiration. Tu sais, il y a quelque temps, Florentin Pogba, il y a un journaliste qui lui avait posé une question en lui demandant si la comparaison avec son frère, du moins comparaison, le terme est un peu gros, mais en lui disant que, voilà,
vous avez le même nom de famille que votre frère qui est une superstar. Est-ce que ce n'est pas trop difficile? Et lui a répondu franchement en disant que des fois c'était trop compliqué parce que quand le journaliste venait face à lui, il lui posait une question sur son match, mais juste après, la deuxième question c'était sur Paul. Ouais. Tu vois? Donc un journaliste fonctionnait comme ça, 2 journalistes, 3, 4, et ça devenait récurrent. Donc il disait que c'était un peu too much. Toi, vis-à-vis de ton frère, tu l'as vu de tes propres yeux, ça? Non, j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. Mais même après avoir parlé avec lui. C'est inconsciemment, ouais, c'était un peu dur. Alors après, j'ai pas suivi, parce que bon, j'étais déjà assez occupé de voir ses interviews ou quoi que ce soit. Mais une chose que j'avais retenue, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est de se dire, j'ai envie de me créer, d'avoir mon prénom. Pas d'être toujours le frère. Alors que devient votre frère? Qu'est-ce qu'il fait? Tout ça, voilà. Comme tu viens de dire par rapport à Pogba, c'est vrai que moi je me mets à la place de Florentin Pogba. Je me mets à sa place. On me pose la question sur ton match. Puis après, ouais, votre frère, comment ça va? Est-ce que tout va bien? Ceci, cela, et puis voilà. Tu réponds parce que c'est ton frère. Mais après, au fond de toi, tu dis, putain, sérieusement, t'es là pour m'interviewer ou tu veux que je raconte la vie de mon frère? Et c'est vrai que, intérieurement, t'es un peu fâché. Eh ben, on va poursuivre et on salue Wilfried au passage, hein. J'espère qu'il appréciera ces paroles pleines d'amour et de bienveillance. Tu sais, il y a quelque temps, Lassana Diarra disait que les anciens en équipe de France étaient un peu des traîtres. Il l'a dit sur le ton de la rigolade, mais tu sentais qu'il y avait quand même une pointe de vérité. Quand il disait ça, c'était dans le sens où, en termes d'intégration, il avait pas été forcément très bien accueilli. Les anciens le voyaient plutôt comme une menace, etc. Est-ce que toi, dans ton milieu, tu l'as senti ça? Parce que tu sais, d'un point de vue extérieur, quand on voit les footballeurs, quand on voit votre milieu, quand on voit les sommes astronomiques, etc., que peut engendrer le monde du foot, on se dit que tout est beau, tout est magnifié, tout est clinquant. Moi, je veux que tu me parles de l'envers du décor, où les lions se tapent pour la même proie, où on veut pas faire de place, où parfois les agents se mêlent et bloquent. Moi, je veux que tu me parles et que tu me dénonces ce système qui n'est pas visible aux yeux de tout le monde. En étant dans le métier ou l'après? En étant dans le métier. En étant dans le métier, tu ressens quand même les plus vieux qui voient des petits jeunes arriver. T'es dit, surtout quand ils arrivent à ton poste. Tu vois, ouais, il y a du talent. Mais tu dis, t'essayes de leur faire comprendre, non, attends, laisse-moi terminer ma carrière tranquillement, tout ça, et après tu joueras. À l'entraînement, je te fais pas de cadeau. S'il faut que je te mette un tacle, je te mets un tacle. S'il faut gueuler, même si c'est pour gueuler, pour rien dire, bah tu le fais parce que t'as ta fierté à toi. Et il y en a, ouais, qui l'ont fait, ouais. Il y en a qui l'ont fait, mais c'est pas un bon exemple. Au contraire. Tu vois des petits jeunes qui arrivent, au contraire, faut les aider. Puis si un jour ils doivent prendre ta place, eh bien, ils prendront ta place. Même si c'est un crève-cœur. Mais c'est comme ça. Une carrière, c'est un continu. Tu vas pas jouer jusqu'à 70 ans. S'il y a des jeunes qui sont plus forts que toi, eh ben, faut l'accepter. Absolument. Moi, je l'ai vécu à Rennes. Ma dernière année à Rennes, il y avait des petits jeunes, des Mvila, des Doumbia, Mandjek, tout ça, chantaient que, voilà, ils étaient là, des Brahimi, c'était fini pour moi. Je me suis dit, non, là, c'est trop fort.
Donc, faut l'accepter. Et je l'ai conseillé. Je leur parlais. Je leur disais ça. Alors que j'étais sur le banc de touche. Et ouais, j'avais pas de haine ou de jalousie ou de quoi que ce soit, ou de vouloir leur faire mal, ou de les critiquer par derrière, ou de faire comme peut-être certains balancer au coach ou au directeur sportif. Ouais, lui il sort, lui ceci, lui cela, il est pas sérieux, il a dit ceci, il a dit cela. Non, moi je suis pas comme ça, moi. Moi j'ai accepté lors de ma dernière année à Rennes que voilà, ils sont plus forts que moi. J'ai été voir le coach et je lui ai dit, vous me prenez dans le groupe, c'est pour jouer. Sinon, vous me prenez pas. Et 6 derniers mois, il m'a pas pris. Normal, il n'avait pas besoin de moi. Et l'équipe a tourné. Donc voilà. Donc j'ai accepté. De toute façon, c'est le cycle de la vie d'un footballeur. Bien sûr. Tu vois. À la fin de la carrière, il y a des jeunes gunners qui viennent prendre ta place. Et c'est normal. C'est normal. C'est normal. Et c'est bien de parler comme ça, à bâton rompu. Moi, je trouve ça grand, je trouve ça classe. Et là, on va aborder un thème, un peu plus sombre te concernant, c'est la santé. Moi, j'ai appris que tu avais fait un accident de moto. Ah. Déjà, est-ce que tu peux me parler de cet accident et comment est arrivé cet accident? J'étais dans une période où je sortais. Et donc, j'étais sur Bordeaux. Et donc, je prenais mon scooter. J'avais un 125. Et puis, un jour, je prends la ligne des tramways pour aller plus vite. Et puis là, je glisse. Et puis, je me prends un gros poteau. Carrément en pleine face. Et là, tout pété. Tout pété, tout pété, tout pété. Je vais à l'hôpital. Je suis entre la vie et la mort. Pendant l'opération, je fais 2 arrêts cardiaques. 6 jours de coma. Je me réveille. Des tuyaux de partout. De partout. Quand je dis de partout, c'est vraiment... j'étais là. Hein. Putain, c'est quoi tout ça? Je me rappelais plus, moi. Je me rappelle juste d'avoir foncé dans un poteau. Mais après, je me rappelle plus comment on m'a transporté, la table d'opération, les jours où j'étais dans le coma, ça, je me rappelle plus. Je me lève, j'ai un fixateur externe qui me prend de là, j'ai encore la cicatrice là. Je me dis, mais putain. Donc, j'étais sous morphine, même des choses encore plus puissantes, tellement j'avais mal. Donc, ça me calmait la douleur, tout ça. Donc, c'est chaud. C'est chaud. Plus après, tu fais 1 mois et demi d'hôpital. T'as des opérations tous les 3 jours. Lundi, jeudi. Donc, à peu près, je compte une 30aine d'opérations. Puis après, tu vas dans un centre de rééducation. En plus, moi, mon fixateur, j'ai gardé 3 mois avant que je me refasse opérer pour l'enlever. Donc, obligé d'être sur le dos. Tu peux pas bouger, tu peux rien faire. Et puis, tu vas dans un centre et puis bah, tu vois de tout. Des gens qui ont plus de bras, qui ont plus de jambes. Voilà. Tu dis, mais putain, c'est chaud. Mais après, je me dis, c'est un mal pour un bien. Parce que j'étais dans une période sombre, qui était où je me sentais pas très bien. Parce que c'était un moment où je voulais peut-être revenir dans le milieu. Et quand t'as aucune sollicitation, en plus, j'étais pas marié, j'avais pas d'enfant, donc t'es tout seul, tu vis dans une grande maison sur Bordeaux. Tu sors, t'as pas de but précis dans la vie.
Je me dis, bah, à partir de ce moment-là, ça a été... c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais c'était un mal pour un bien. Parce qu'après après cet événement-là, après, la vie est redevenue magnifique. Et c'était en quelle année, ça? En 2017. Et est-ce que on t'a assisté, on t'a accompagné d'un point de vue familial et aussi professionnel, parce que tu as côtoyé pas mal de personnes? Ouais. Professionnellement, non. Déjà, personne n'avait su que j'avais eu un accident, que j'avais éteint mon téléphone. À l'hôpital, j'avais pas donné mon nom. J'avais mis, ils avaient mis inconnu pour éviter que peut-être une taupe à l'hôpital parle et puis t'as tous les jours, enfin des journalistes qui se disent ah ouais, Dalma, l'ancien joueur de foot, tout ça, il est à l'hôpital, il a eu ça, il a eu un accident, tout ça. Non, parce que je voulais être tranquille et je voulais être concentré parce que je voulais, parce qu'on m'avait dit, ça va être compliqué pour toi de remarcher ou alors de marcher avec une béquille. Et quand t'entends tout ça, ben, t'as la force de caractère de dire non, non, non. Moi, je vais me battre et je vais retrouver toutes mes facultés pour vivre normalement. Ah, c'est dur le témoignage que tu livres. Hein. Donc là, tu es en train de me dire que professionnellement, personne n'était au courant. Non, personne. Et tu sais, Blacko, on l'a reçu il y a quelque temps, qui a lui également malheureusement eu 2 accidents de moto, vraiment coup sur coup, et il a dit que plus ou moins la même chose que toi, c'est-à-dire que il s'est posé des questions existentielles et il est devenu plus spirituel juste après ces événements. Toi, est-ce que déjà c'est la même chose pour toi en termes de spiritualité et etc., de reconnexion? Et deuxièmement, moi j'avais vu certains passages de toi où tu parlais de cet accident entre autres, mais on ne te sentait pas tellement lucide. Est-ce qu'il y a eu des séquelles psychologiques? Après l'accident? Non. Non, non, aucune. Aucune séquelle. Ok. Aucune séquelle. Parce que je me suis battu pendant 1 an dans un centre. Et le fait de voir après d'autres personnes qui ont eu encore pire que toi, c'est là que tu te dis, même si c'était du lourd, hein, ce que j'ai eu, hein, mais après tu te dis, là il faut te ressaisir, il faut repartir dans une vie. Et j'ai eu la chance de rencontrer, enfin de retrouver mon premier amour que j'ai connu à Lens en 98. Et puis voilà, qui est venu s'installer avec moi à Bordeaux et qui m'a redonné goût à la vie, qui m'a redonné voilà l'espoir d'être heureux, d'être bien, d'être tranquille. Et j'ai eu la chance d'avoir mon petit garçon 3 ans après. On la salue déjà au passage, hein, ta moitié. Et moi, ça fait, tu sais, je te dis la vérité, je suis admiratif et ça me fait plaisir de te voir comme ça, de philosopher sur les choses qui t'arrivent, hein, quand t'es dans le dur, de se dire que finalement c'est un mal pour un bien. Moi, je trouve ça beau, je trouve ça grand et je trouve surtout ça juste. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc, respect à toi pour tout ça. Et merci pour cette transmission, sincèrement, Steph. Hein. Ça me touche, hein, je te le dis clairement. Et ensuite, toi, à quoi ressemble ta vie aujourd'hui? C'est-à-dire, t'es stabilisé, t'as ton petit gosse, t'as ta madame. Mais dans la vie de tous les jours, est-ce que t'as développé des business? Est-ce que tu veux t'inscrire sur la durée avec un club de foot? Partager ton savoir, tu vois? Déjà, ma priorité, c'est l'éducation de mon fils. Je voulais être un père à plein temps. Je l'emmène à l'école, je vais le chercher, je joue avec lui, voilà.
Mais c'est vrai que là, maintenant, bah, il est rentré à l'école. Donc, ça me plairait, pourquoi pas, de retourner dans le milieu. Et le problème, c'est que quand tu as été pendant une dizaine d'années, où on parlait plus de toi, on n'entendait plus parler de toi, tout ça, pour revenir dans le milieu, c'est compliqué, parce qu'il y a pas mal de joueurs. D'une, je n'ai pas de diplôme d'entraîneur. Et puis ensuite, après, j'ai pas eu de proposition pour être, je sais pas, moi, coordinateur sportif. J'ai vu même des mecs contre qui j'ai joué directeur sportif, tout ça, ou travailler dans le cellule de recrutement, ou de travailler avec les jeunes, les de 15 ans, des U16, U17, et pour leur apprendre, pour leur transmettre certaines choses, parce que j'ai des choses à leur montrer sur le terrain, même en dehors du terrain, leur conseiller, leur dire ceci, ça c'est bien, fais pas ci, fais pas ça, parce que ça peut se retourner contre toi, ou alors leur dire au contraire, ça, ce que tu fais, c'est très bien, garde ça, garde ces bases-là, et après, corrige les choses. Et ça, je peux t'aider, parce que je l'ai vécu. Pour le moment, voilà, je suis pas demandeur. J'ai jamais tapé à la porte d'un club ou de qui que ce soit. Voilà. Après, peut-être que les gens, par rapport à mon passé, n'osent pas, ont peur. Alors que voilà, il y a pas plus gentil, il y a pas plus homme à être à l'écoute des autres. Au contraire, j'aime bien parler, j'aime bien expliquer les choses, j'aime bien donner mes idées, j'aime bien argumenter les choses. Apparemment, bon, même en Ligue 2, pour te dire, même en Ligue 2. Après, faut aussi que ça me plaise aussi. Parce que si c'est pour m'appeler et puis avoir un rôle où je puisse pas m'épanouir, bah, je suis bien chez moi, tranquille. Et puis voilà, je cherche mon fils à l'école, je joue avec lui, je vais faire mes courses, et puis voilà, je pars en vacances, et puis voilà, c'est tout. Là, il ressemble à quoi une journée type de Stéphane Dalma, par exemple? Bah, debout 7 heures. Voilà. Être avec mon fils, il prend son petit déj, tranquille, lui faire son bisou. Ma femme qui l'emmène à l'école, moi je vais chercher à 11h30. Le matin, je vais faire mon petit tour. Après, je rentre, on donne à manger, je l'emmène à l'école après. Et puis après, bah, j'essaie de m'occuper sur certains papiers, sur certaines choses. Ça passe très vite, hein, une journée. Hein. Quand t'as un enfant, ça passe très vite, très très vite. Donc après, bah, il arrive. Puis après, quand il arrive, c'est le bonheur de voir ton enfant qui court à la maison, qui joue avec ses voitures, qui va dans le jardin quand il fait beau, qui tape un petit peu dans le ballon, tout ça, et puis voilà. Puis après, bah, on arrive le soir, tranquille, on mange, on donne à manger, tout ça, et puis après, ça y est, après au dodo et basta. Pour le moment, cette vie-là me convient, mais parfaitement. J'ai dit, pourquoi je vais aller travailler ou faire quelque chose pour dire, ouais, je travaille. Si je suis bien comme ça, je sais pas, me faire chier, aller, je sais pas, travailler dans un magasin ou de... Et c'est ton choix de vie, hein. Moi, je Ouais, respecte, hein, sincèrement. J'ai même pas mon mot à dire là-dessus, j'ai envie de te dire. Et est-ce qu'à côté de ta carrière de footballeur, tu as développé des business? Ouais, heureusement. Ouais. Comme quoi, par exemple? Heureusement, j'ai fait beaucoup d'immobilier. Notamment sur Tours, où j'avais pas mal d'appartements. Beaucoup, même. Donc, non, j'ai investi plus dans la pierre. Parce que sinon, je serais pas là. Sinon, tu crames tout. Tu crames tout à un moment. On avait quand même des bons salaires. On n'a pas les salaires qu'il y a au jour d'aujourd'hui. Donc, dire à mon âge,
Je veux dire, je suis bien, je suis tranquille. Donc, voilà. Donc, tout ça, grâce aussi à mes parents. Alors, quand je t'ai dit qu'on mélange pas tout, c'est par rapport au foot. Mais par rapport à l'investissement que tu fais en dehors du foot, je préfère faire confiance à mes parents que de faire confiance à un agent immobilier, à quelqu'un qui est compétent dans l'immobilier, tout ça. Non. Avec ma famille, on a réglé certaines choses, tout ça, tac, tac, qui fait que, au jour d'aujourd'hui, je suis bien, je suis tranquille, et je peux éduquer mon fils tranquillement. C'est ce qu'on aime entendre, un frère. C'est ce sourire qu'on aime voir, sincèrement. Sincèrement. Et tu vois, par rapport au diplôme d'entraîneur, etc., c'est pas trop tard, hein, si je peux me permettre. Hein. Du moins, avec les jeunes, etc., t'as un bon relationnel, t'es proche des gens, donc ça peut servir. Ah, mais j'aimerais, mais après, non, passer mes diplômes, là, c'est hors de question. Je connais le foot, je sais que t'es obligé de passer par là, d'avoir tes diplômes. Mais j'ai pas l'envie, j'ai pas la motivation d'aller passer 3 semaines à Limoges ou à Clairefontaine, de faire des dossiers comme ça, d'aller sur Internet pour préparer ça. Non, j'ai tellement connu d'entraîneurs, de grands joueurs. J'ai vu à droite, je suis capable de piocher sur un tel, les séances d'entraînement, ceci, cela, la façon de communiquer, de parler, d'encourager, des fois de gueuler, parce qu'il faut des fois, quand les choses ne vont pas. Et ça, pour le moment, personne m'a donné l'opportunité de le faire. Donc, pour le moment, je sais pas. En tout cas, il y en a qui sont manuels et il y en a d'autres qui sont du terrain. Voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire. Ça, ouais. Et c'est vrai que je te rejoins là-dessus, sincèrement. Et les parents, ils sont toujours à Tours? C'est en Martinique. C'est en Martinique? Ouais. Tu t'y rends régulièrement là-bas? Ah, j'essaie d'y aller moins de fois par an. Maintenant, avec le petit, c'est un peu moins évident, mais bon, moins de fois par an, essayer d'aller les voir, et puis voilà. C'est magnifique. Ils sont où? Moi, j'ai été en Martinique. Hein. Ouais. Ils sont où? Ils sont marins. Marins? Non, Ouais. je connais pas. C'est dans le sud. Ah, le sud. Moi, j'étais dans le nord. Ah ouais. Non, parce qu'à la base, mon père est du nord. Carbet? Il est de Sainte-Marie. Ah, ok. Je suis passé par là-bas. Ouais. Ouais. Ouais, vers Trinité, Tartane, tout ça. Je suis passé par là-bas. Ok. Et puis là, ils ont un appartement au marin, tranquille. Ça fait plaisir, en tout cas, sincèrement. J'espère qu'ils apprécieront ces paroles pleines d'amour, pleines de bienveillance, pleines de bon sens. Parce que ça fait plaisir de te voir comme ça, en tout cas, bien câblé, droit dans ses pompes. Il fallait surtout. Il fallait surtout à un moment. Sinon, raté quoi aujourd'hui? Une épave, peut-être mort, je sais pas. Après, comme j'ai dit, l'accident, ça a été un mal pour un bien. Parce que je suis reparti, et puis c'est vrai que j'avais quand même ce rêve d'être père de famille, et c'est un cadeau du ciel. Je m'attendais pas du tout, jamais de la vie. Et voilà, quand ma femme m'a annoncé qu'elle était enceinte, tout ça, j'ai dit, mais non, on va refaire un test. On reprend 2 tests, tu refais là tout de suite. On refait positif. Le lendemain, le test du lendemain, positif. J'ai dit, c'est bon. Prise de sang. Le taux a été élevé. Et puis, pendant les 9 mois, aucune complication, rien, nickel. Puis après, la naissance, c'est le plus beau jour de ma vie. Quand tu vois un petit être comme ça sortir, tout ça, tu te dis, ça, c'est à moi, ça. Et puis quand tu vois grandir, qu'il fait ses premiers pas, ses premiers papas, le premier cadeau de fête des pères, tout ça, voilà, t'es obligé de pleurer. T'es obligé de pleurer. Celui qui me dit, ouais, je pleure pas parce que
C'est un menteur. Non, et ça te fait quelque chose. En tout cas, merci sincèrement, Steph, au nom de toute l'équipe de We Hustle pour cette belle transmission. Ça nous fait du bien de parler, de converser comme ça. Et surtout, c'est pas des conversations inutiles. Ouais, non, ça peut aider des gens. C'est le but. J'ai envie que les gens, on a tous envie que les gens soient heureux, même dans les mauvais moments. Il faut toujours, voilà, se battre et puis se dire qu'il y a plus grave dans la vie. Quand on regarde autour, avec les guerres, avec tout ce qu'il y a, non, on n'a pas à se plaindre. Alors, se plaindre, c'est humain. Mais au final, non. Ben, ce sera le mot de la fin, Steph. Encore Ouais, merci. si j'ai un dernier mot à dire, j'ai envie de faire une dédicace à mon pote Vince. Voilà, on va se voir bientôt, frérot, sur Bordeaux et puis voilà, quoi. Il appréciera. Merci à toi, Steph. Ah, merci à toi. C'était le tiers et qui est 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec mon homeboy, j'ai nommé Stéphane Dalma pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.